d'aller du PC1 qui est ici au PC2 qui est de l'autre côté, et donc qui est sur un autre réseau. Donc là, la question, c'était du coup d'indiquer la commande qui permet sur le routeur 1 de faire une route statique qui va permettre d'aller vers ce PC. Donc, est-ce que quelqu'un veut me dire sa proposition de solution? Ah, attends, vas-y. Effectivement, ça commencera toujours par IP route les commandes pour les statiques. Ouais, mais de moi par rapport au plan exact du coup. Parce que du coup, l'exercice était aussi de faire un peu de lecture de plan. Parce que... Non. Non, non, ça termine bien par 0, sauf que c'est pas 5. Qu'est-ce que tu te souviens qu'on avait dit par rapport à ce qu'il fallait indiquer sur la route statique? Quel était le premier élément qu'on indiquait? Non. Ce qu'on indique en premier, qu'est-ce que c'est sur la route statique? C'est le réseau où on veut aller. C'est la destination. Donc là, du coup, quel est le réseau de destination? C'est ça. 6.0. Ensuite, effectivement, le masque. 3 fois 255, 0, puisque là, on a un CDR de 24. Et ensuite, c'est ça, effectivement, enfin, ce qu'il appelle le next hop, et donc ça va être... Non, où est-ce que tu as trouvé le 10 dans le schéma? Le combien, du coup? Celui-là, effectivement, du coup, il n'était pas indiqué directement sur le schéma, c'était à vous de trouviez une adresse. Ouais, mais avant, du coup. Ça peut être 254, effectivement. Non. Par où? Là, si tu prends le schéma, tu es d'accord, tu es là. Tu veux aller là. Quel chemin tu vas prendre? Quelle route? Admettons là que t'es sur des routes comme des routes ou des RER. Tu vas prendre lequel? Celui qui va passer par où? C'est ça. Donc du coup, ton next hop, ça va être là, effectivement, comme c'est pas marqué, tu peux mettre 254. Puisque effectivement, si on voit ici, on avait le 254 qui était marqué. Ici, on pouvait déduire que c'était 254. Mais ici, au niveau du FA01 qui va tout droit, on n'avait pas de valeur. Donc là, vous pouviez utiliser la valeur que vous vouliez. Du moment que vous n'utilisez pas la même valeur sur le routeur en face. C'est tout. Mais là, vous pouviez par exemple utiliser 254 de ce côté-là et ici, point 1 de l'autre côté. Donc c'est ça. Et si vous voyez, c'est pas très éloigné des commandes de route qu'on avait ajoutées sous Windows ou sous Linux. On retrouve les mêmes principes. Sous Linux, c'est juste que par exemple, c'est IP route add, sauf que au lieu du masque en 255, en général, on met directement le CDR. Hein? Il y a via du coup à la place. Mais je veux dire, on est quand même pas. Si vous vous souvenez, si vous avez un doute et que vous vous souvenez des routes pour les autres, vous pouvez arriver à remarquer ou quoi, ou au pire, le jury verra que vous avez essayé de faire quelque chose et que vous avez bien mis quelque chose qui correspond à rajouter des routes. Même si c'est pas celle de Cisco, au moins il voit que vous avez quand même une notion par rapport aux routes
et tout. Donc au pire, il vous reposera la question, vous aurez regardé en attendant. Donc effectivement, c'était ça pour le premier. Ensuite, le deuxième, du coup, je disais, une deuxième possibilité qui permettait d'amener au PC2 à partir du routeur 1. Du coup, quelqu'un veut me dire sa réponse pour sa réponse pour la deuxième question? Ouais, vas-y. Ouais. C'est ça. 192.168.2.254. Puisque, effectivement, on est ici. Donc, on a une possibilité, la première, qui est la plus rapide. Il y a moins de sauts. On va directement au routeur qui est après, qui connaît l'adressage du réseau 192.168.6.0. Ou effectivement, on peut le faire les deux, même. Du coup, on peut faire de la redondance. C'est qu'on va mettre, du coup, à partir du routage 2, on va aller par le réseau 2.0 qui va vers le routeur 5. Et après, au niveau du routeur 5, il va falloir rajouter une deuxième route pour aller vers le réseau 6 selon le même principe. Mais au moins, du coup, on peut mettre les deux, ça ne gêne pas. Ce qui fait que si, par exemple, le câble se retrouve coupé au niveau du réseau 8, et bah, du coup, vous aurez une deuxième possibilité directe pour la route statique de passer. Comme ça, vous aurez une redondance, vous n'aurez pas de perte de transfert entre ces deux réseaux. Il peut y avoir peut-être une latence légèrement supérieure, du coup, puisque va y avoir potentiellement, il y aura plus de trafic qui va passer par le routeur 5 que précédemment. Mais ça n'empêche pas que ça fonctionnera quand même et les machines qui sont sur le réseau 2, enfin, sur le réseau du PC2, continueront à avoir leurs informations. Parce que là, il faut imaginer que du coup, c'est fait, il y a une seule machine, mais en réalité, c'est un réseau derrière dans la réalité où ça donne sur une dizaine, quinzaine ou plus de machines sur le même réseau. Donc du coup, bah, si vous avez le câble 8 qui lâche et que vous n'avez pas de route secondaire, bah, tous ceux qui sont sur le réseau 2, et bah, du coup, ils n'auront plus les informations qui vont passer. Donc ça peut poser des problèmes. Et donc là, dans une configuration comme ça, au moins, même en statique, ça permet d'avoir une route supplémentaire, si elle est bien cochée. Donc effectivement, là, c'était ce qui était demandé. Donc là, je ne demandais pas forcément, sauf si vous aviez fini l'autre, de le mettre en pratique sur Packet Tracer. Mais du coup, on va s'intéresser plutôt à l'autre, où là, on va le mettre en pratique pour vous montrer comment il se refaisait et tout, pour vous revoir un peu les commandes du VLAN et tout. Donc sachant que ces commandes-là ne sont pas demandées forcément d'être retenues par cœur pour l'examen, mais de bien quand même comprendre comment ça se structure un peu dans la configuration des éléments et quelques termes à bien retenir sur ça. Donc du coup, ça c'était le 2. Donc là, avant même du coup de mettre le plan en pratique, on peut déjà répondre à la question à partir du routeur 1, qui est celui-ci. Qu'est-ce que je vais indiquer pour comme commande pour la route statique? Donc, du coup, qui veut y aller? Éventuellement, non, 2 secondes, éventuellement quelqu'un d'autre que Jules.
pour la réponse de la route à partir du routeur 1 entre le VLAN 20 et le VLAN 40. Hein? Ouais. Avant que je le mette en pratique et que je vous montre que du coup là on peut déjà répondre avec ce plan là, on peut déjà répondre à la question. Oui, en statique. Statique. Là pour les questions, j'avais demandé que sur du statique. En général, ils vont plutôt vous demander dans l'examen normalement des commandes en statique qu'en RIP. En RIP, elle est un peu trop simple, on va dire. Ouais, celui qui est ici. Oui, c'est ça. Le même principe va être le même. Non, 40-0. J'ai demandé le cas. Bon, c'est ça. Et donc la commande, ça donne. C'est ça, tout à fait. Puisque du coup, on est ici et comme tout à l'heure, bah, on prend le premier câble qui va rejoindre le routeur suivant. Et le routeur suivant, on voit qu'il connaît le réseau 40. Donc il n'y a pas besoin de refaire de plus. Puisque pour rappel, les switches dans une configuration classique de VLAN, on n'est pas obligé forcément de leur attribuer une adresse IP. On peut, il y a des éléments où ça peut être intéressant de le faire, notamment si on veut les administrer à distance, mais on n'est pas obligé, par défaut, un switch classique n'a pas d'adresse IP. Mais si c'est un switch qui est même de niveau 2, mais qui est manageable, où on peut gérer des VLAN dessus, en général, on peut leur attribuer du coup une adresse IP pour justement les gérer à distance, pour faciliter la gestion à distance. Comme ça, on n'est pas obligé de retourner dans la salle où il y a les switches, de brancher un PC dessus pour faire les configurations, puisqu'on peut déjà y accéder à distance. Mais après, ça va dépendre. L'interface est plus ou moins pratique en fonction du modèle. Je sais que sur les Cisco qu'on a là, la page internet, on peut faire les commandes et tout, mais elle n'est pas toujours aussi claire que d'utiliser la version console. Mais la version console, normalement, il faut y être branché directement dessus. Après, je sais que normalement, on peut faire du SSH, mais j'ai pas essayé de le configurer. Normalement, on peut configurer une connexion SSH ou Telnet dessus pour administrer. Mais après, il faut bien respecter les bonnes règles de sécurité et tout pour limiter qui peut se connecter au switch dans ce cas-là. Mais voilà, du coup, en général, ce qui peut vous être demandé, ça va être ces routes-là. Après, potentiellement, juste, bah, tiens, on le fera peut-être demain, du coup, ou jeudi, on verra, il faudra qu'on fasse un petit brief sur les adresses IPv6 aussi, quand même, avant de partir en stage. Donc voilà. Mais en général, ce qui est demandé, c'est une route, on vous demande ça. On vous demande pas toutes les commandes à rentrer dans le paquet de traceur. On vous demande de la commande finale qui permet de créer la route. Parce que logiquement, on se base que si normalement la personne connaît la commande pour faire la route, c'est qu'elle sait aussi les commandes pour aller à l'emplacement, le bon emplacement pour rentrer la commande. Non, puisque là, il vous demande là directement la commande. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de mettre toutes les commandes. Bon, si vous souhaitez mettre toutes les commandes, vous pouvez, mais ce n'est pas forcément ce qui est demandé. C'est juste en mode théorique, c'est pas en mode pratique. Vous n'aurez pas le paquet de traceur d'allumer ni quoi que ce soit avec un fichier préprogrammé. Vous aurez un plan de ce genre-là avec les informations, les IP et tout qui seront déjà
déjà marqués, et vous aurez juste à lire et à faire le bon chemin. En RIP, si c'est du RIP, vous mettez network, et par exemple on est sur le routeur 1, on va mettre 192.168.10.0, network 192.168.20.0. Enfin, en réalité, même on pourrait mettre que si c'est pour aller du 20 au 40, on pourrait mettre vraiment que ça du coup. Alors 10.0.0.0 et network 192.168.20.0. Pourquoi je mets ça? Parce que ici, le RIP, on indique les réseaux qui passent par ce routeur-là et qu'on a besoin dans la commande. Si on veut compléter, on peut rajouter également le 192.168.10.0 puisqu'il passe aussi par ce routeur-là. T'es d'accord? Là, sur le deuxième. Tu veux aussi sur le premier? On va le faire. Non, bah d'accord. Mais on peut le faire sur le premier, comme ça au moins vous aurez les deux. Donc en RIP, je vais passer à la page d'après. Donc en RIP, on a sur le routeur 1, pour aller vers, on va dire qu'on va aller vers le routeur en direct sur le premier. Je vais mettre du coup le PC1, on va mettre network 192.168.5.0, puisque lui, ce réseau-là donne bien sur ce routeur-là. Et on va mettre le réseau network 192.168.8.0, puisque du coup, il y a aussi le 8 qui va nous permettre d'aller vers un routeur qui connaît le 6, donc le 8. Du coup, c'est tout. Il n'y a pas de... Alors, en fait, tu vas dans la commande, c'est routeur RIP. Oui, tout simplement. Et à ce moment-là, tu mets les informations. En fait, IP route, c'est directement, tu vas dans l'interface, non, c'est même pas, tu vas même pas dans l'interface, tu vas dans le routeur, tu fais IP route et la route qu'il faut. Si tu fais du RIP, il faut taper routeur RIP avant. Oui. Et une fois que tu as tapé routeur RIP, tu mets les networks qui passent par ce routeur. Oui, parce que le routeur RIP, effectivement, si on est sur la version 1 par défaut, bon, qui maintenant sur pas mal de routeurs sont plus forcément automatiquement routeur 1 en RIP 1, on a des limitations normalement qui sont marquées dans le document. Si je vais dans Docker Tuto réseau, si on prend le routage, il est où le routage? Il est là. Et routage détail, normalement, si je me souviens bien, ah non, j'avais parmi la différence. Parce qu'effectivement, c'est le routage RIP V2 qui est limité à 15 sauts. Le V1 est limité à encore moins de sauts. Et par exemple, sur des trucs, si on a besoin d'essayer d'optimiser sur des calculs plus avancés de réseau, optimiser les classes, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle du VLSM. C'est un autre calcul qui permet en fait de faire des sous-divisions de plages. Et donc du coup, ça permet de faire des plages qui ne sont pas homogènes. Vous pouvez avec le VLSM faire à partir d'une plage 24, faire une plage 25 qui aura 75 adresses en gros, et l'autre qui en aura le reste de la plage. Donc ça on le voit pas dans le programme. C'est une version plus avancée.
Mais par contre, effectivement, le RIP V1 n'est pas capable de gérer des réseaux en VLSM. Donc effectivement, il faut mettre le V2 dans l'idéal de choisir la version V2. Donc après, là, maintenant, si c'est des switches qui sont un peu plus modernes ou quoi, normalement, ils sont de base sur du RIP V2. Ils ont plus la... Ou alors, il faut vraiment redescendre volontairement à la version 1, justement à cause de ces limitations. Donc non, je l'avais pas remis du coup, la différence. Mais effectivement, c'est une option qu'on peut activer. Mais la commande en elle-même, après, une fois qu'on a choisi routeur RIP ou routeur RIP V2, c'est la même chose. On indique les routeurs qui passent, les réseaux qui passent par ce routeur-là. Il n'y a pas besoin de mettre tous les réseaux de toute l'infrastructure. Ça ne lui sert à rien parce qu'en fait, le RIP va échanger ces informations avec les autres routeurs RIP aux alentours pour faire une table globale et connaître quels ordinateurs sont sur tel réseau en passant par tel ou tel endroit. Non, non, c'est ligne par ligne. Mais bon, en général, tu vas pas avoir 250 réseaux qui vont passer par le même routeur. Il y en a 4, oui. Mais après, bah, en fonction de si par exemple c'est quasiment, si c'est un classé et que tu as juste le 3e octet qui change, par exemple, bah tu refais la flèche du haut pour reprendre ta commande et tu changes. C'est pas encore le plus long non plus. Après, dans certains modes, tu peux faire du copier-coller. Donc après, tu aurais 200 réseaux, ça serait différent, mais il faudrait vraiment une infrastructure complète, bizarre pour passer les 200 réseaux sur le même routeur, quoi. Donc, il faudrait déjà quand même un routeur qui ait 200 entrées. Aussi. Je suis pas sûr que... Je sais qu'il y a des routeurs qui ont beaucoup d'entrées, mais 200 entrées, je suis pas sûr qu'il y en ait. Je suis pas sûr qu'il y en ait. Image. Donc non, ça c'est des routeurs Wi-Fi, donc ça encore moins. Si je tape routeur Cisco, non pas 200 entrées, 200 ports. Donc là, en général, c'est du 48, quoi. Celui-là, il a l'air d'en avoir beaucoup. Si j'enlève routeur. En général, c'est une 48. Je crois qu'une fois, j'avais trouvé un qui faisait 72 ports. Donc bon. Donc c'est pour ça qu'en général, t'as pas des milliers de trucs à rentrer. Dans le pire des cas, si tu fais un truc un peu plus chiadé, complexe et que tu veux vraiment tout regrouper sur le même, à la limite, tu vas te retrouver à, allez, on va dire 40, pour mettre une redondance, 46 réseaux à mettre. Si on prend un switch de niveau 3 qui fait routage en même temps et que tu attribues un VLAN à chacun des ports. À ce moment-là, oui, tu peux avoir potentiellement besoin, si tu as encore un autre routeur derrière et tout pour accéder à d'autres réseaux, de mettre les 48 lignes, enfin les 46 lignes. Mais bon, c'est vraiment se tirer un peu les cheveux, ou vraiment vouloir découper des trucs ou regrouper à un emplacement spécifique. Donc non, effectivement, là comme ça, on peut pas. Mais après, je sais qu'il me semble que j'avais vu pour les Cisco, je crois qu'on peut arriver à lui importer un fichier texte avec certaines commandes à l'intérieur. Je sais que déjà on peut faire un fichier texte avec toutes les commandes et après le coller
dans Packet Tracer ou arriver justement à l'importer dans le routeur, il va lancer toutes les commandes qui se trouvent dans ce fichier-là. Donc ça fait que des fois, si tu le prépares, ça peut être plus rapide de le préparer à l'extérieur du routeur et voir comment tu peux lui faire ingérer le document. Et du coup, il va relancer les commandes derrière. Ce qui peut être intéressant justement si on a besoin de préparer plusieurs avec exactement la même configuration, par exemple. Hein? Hmm? Ouais. C'est ce qu'on appelle un petit peu dans le principe des cartes réseau de l'agrégation. Du coup, comme ça, ils répondent à la même, et quand tu fais les commandes, ça doit se répercuter sur les autres derrière. Si ça fait des miroirs, donc s'il y a des chutes, au moins, ça permet de rebaser sur l'autre, et ça doit pouvoir permettre d'agréger justement des switches ensemble pour que ça soit considéré comme un seul bloc, à mon avis, et chaque port, du coup, a son numéro un peu indépendant quand même. Donc, oui, après tu peux les découper du coup en VLAN, tu peux les découper en VLAN du coup après. Et après, c'est le routeur V3 qui va faire la liaison entre les différents routeurs. Mais du coup, là, ce que tu parles, du coup, la cascade, c'est ce qu'on appelle l'équivalent de l'agrégation dans les cartes réseau. Il me semble que j'en avais parlé ou pas, je sais plus, de l'agrégation des cartes réseau. Des ports de cartes réseau. Hein? Est-ce que ça vous parle ou pas? Non? Bon, on va faire un petit aparté là-dessus, comme ça que vous compreniez le principe. Hop. Non, pas l'historique. Non, c'est pas l'historique que je cherchais. Favori. Hop. Simplement le principe, et je crois que j'en ai parlé vite fait un petit peu avec Proxmox, avec le Linux Bond. En fait, c'est par exemple là, vous avez une carte réseau. Donc elle est dans votre PC, vous avez 4 ports par exemple. Là, ça c'est votre PC ou serveur, peu importe. Donc du coup, là, vous avez celle-ci qui est reliée à un switch. Donc elle à la base, elle a son adresse IP qui va être par exemple, point 15, et elle est à 1 gigabit par seconde. On va faire tout simple, on va faire 1 Gbps. Donc elle a 1 gigabit par seconde. Maintenant, admettons que justement pour de la redondance, on va faire de la redondance pour la disponibilité. On va brancher une deuxième, et sauf que du coup, cette adresse-là, par défaut, elle a une adresse différente. Puisqu'on a dit que chaque port réseau, du coup, a une adresse différente pour pas provoquer justement d'erreurs et de doublons d'IP sur le réseau. Et du coup, l'agrégation, c'est qu'on va prendre ces deux ports-là. Pour le PC, on va lui dire que c'est qu'un seul port. Du coup, ce qui fait, c'est que le port, les deux câbles ont l'adresse 1.15. Pour lui, c'est la même chose. Que l'information circule par ce câble-là
ou par celui-là, du coup, on retombe au même point. Donc du coup, ce qui fait que si par exemple, pour une raison ou pour une autre, celui-là, il lâche, et bah du coup, votre serveur continue à fonctionner, puisque pour lui, l'adresse, elle est toujours bonne, puisqu'il y a l'autre câble qui passe aussi et qui arrive à la même adresse IP. Donc c'est ça qu'on appelle l'agrégation. Et en plus, du coup, bah, lui, il est à 1 gigabit aussi. Et en réalité, lui, il va envoyer 2 gigas par seconde. Puisque du coup, s'il y a beaucoup de gens qui font des appels dessus, bah, lui, il va commencer à envoyer, bah, à un moment, il va atteindre sa capacité maximum. Bah, lui, comme lui, c'est la même adresse, bah, les autres machines, elles vont passer par l'autre câble qui va envoyer encore plus de débit du coup aussi. Ça peut permettre d'augmenter la bande passante du serveur sans forcément rechanger toute la carte. Donc après, bon, si vous avez déjà des cartes 10 Go, ça peut être d'autant mieux. Mais vous pouvez quand même agréger comme ça des ports de cartes réseau. Et normalement, je crois qu'on peut même agréger des cartes réseau directement. Donc si on a une deuxième carte réseau, bah, on peut agréger tous les ports ensemble. Et du coup, bah, tous les câbles vont après multiplier la vitesse. C'est multiplié après par le nombre de ports réseau et le nombre de câbles qui sont branchés. Donc on pourrait très bien faire ça et ça. Et du coup, on agrège directement les quatre ensemble, ce qui donne un débit max théorique de 4 gigabits par seconde. Inactif par défaut. Le routage RIP, bah, il y a un truc, ça dépend ça dépend des routeurs. Mais en général, sur le routeur, c'est l'option que tu as vue, c'est sur un modèle en particulier ou pas? Hmm. D'accord. Mais là, tu sais pas quel modèle là, sur leur doc, ils utilisaient quel modèle de routeur ils utilisaient? Non, ça c'est la ville qu'ils ont simulé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est si jamais sur Packet Tracer, vous essayez de configurer du routeur niveau 3, la partie switch, il n'y a pas de problème. La partie routage, il faut activer la partie routage. Elle n'est pas activée par défaut. Parce qu'il se dit que c'est du niveau 3, mais peut-être que les personnes n'ont pas besoin forcément de la partie routage. Et donc, du coup, il faut activer le routage sur les switches de niveau 3. D'accord. Bon, il y a peut-être des cas où ça peut être intéressant d'enlever la découverte. Parce que le Sumaris, du coup, c'est la découverte des autres routeurs. Donc, il y a peut-être des cas pour alléger peut-être un peu la bande passante, même si normalement, ça n'en prend pas trop, de le désactiver. Je ne connais pas toutes les options non plus. Donc, il y a peut-être des cas où ça peut être intéressant de désactiver cette option-là. Peut-être que justement, ça, si justement il y a
RIP et qui retrouvent plusieurs fois la même route parce qu'il peut y avoir des switches qui servent à la redondance, justement. S'il y a des switches comme tu disais un peu, Stéphane tout à l'heure en cascade qui se retrouvent avec la même adresse IP pour faire un deuxième route, c'est peut-être pour ça qu'il le. Ouais, donc c'est peut-être pour ça et c'est peut-être pour éviter un potentiel conflit dans un truc, dans une certaine configuration. Par défaut, il le désactive. Mais ça marche normalement sans le désactiver. Moi, j'ai jamais désactivé et ça a marché quand même. Donc voilà. Mais le principe d'agrégation, c'est du coup de pouvoir agréger des ports directement ensemble pour en augmenter la vitesse et pour pouvoir faire éventuellement de la redondance. Et normalement, je crois qu'on peut aussi agréger directement des cartes réseau. Pas juste des ports, mais directement agréger des cartes réseau si on en a plusieurs dans la même machine. Ouais, c'est ça. Il fait un pont qui prend et qui augmente la vitesse théorique maximum. Et donc sur du matériel physique, bah, ça va forcément l'augmenter, parce que du coup, lui, quand il aura atteint une certaine charge, bah, ça va passer sur l'autre et ainsi de suite pour augmenter la vitesse. Donc sachant que là, on agrège des ports d'1 giga, mais théoriquement, on pourrait agréger des ports de 10 gigas si c'est une carte qui a plusieurs ports de 10 gigas. Du coup. Donc ce qui fait, c'est que ça permet d'augmenter quand même la vitesse sur la même IP sans forcément sans aller prendre des cartes de 20 gigas. Parce qu'après, il y a des cartes de 20 ou 25 gigas derrière ou 40 gigas, ça dépend de. Et après, bah, il y a les switches qui vont avec. Oui, c'est ça après. Donc c'est pour ça que l'agrégation, des fois, peut permettre d'augmenter un peu la fluidité du réseau, d'éventuellement s'il commence à être un petit peu juste, justement, en faisant de l'agrégation. Après, ici, j'ai agrégé par comment il s'appelle, par les 4 ports à la fois. Pour la redondance aussi, on aurait très bien pu décider qu'on agrégeait 2 par 2 et que le deuxième bloc avait une autre adresse IP qui permettait de faire de la redondance. Si des câbles qui partaient sur l'un lâchaient, bah, c'était l'autre qui prenait le relais. Surtout si c'est branché sur un deuxième switch, par exemple. Si c'est pas branché sur le même switch. Comme ça, s'il y a un switch qui tombe en panne, bah, du coup, il y a la redondance avec l'autre adresse IP qui va prendre le relais. Ou bien même la même adresse IP, mais brancher 2 ports sur un switch et 2 ports sur un deuxième switch. Éventuellement, le deuxième switch peut être même dans un deuxième rack potentiellement en fonction de comment sont branchés. Comme ça, s'il y en a un qui se coupe, parce qu'il tombe en panne, parce qu'il y a une coupure de courant de ce bloc-là ou autre, bah, ça peut permettre de faire le relais. Bah, en fait, c'est le switch, lui, il n'a pas d'adresse IP. C'est ton serveur qui a l'adresse IP. Mais par exemple, tu peux du coup avoir. Hein, les IP sur. Non. Le switch, normalement, par défaut, il est passif. Normalement, tu n'es pas obligé. Mais par exemple, tu peux avoir du coup 2 qui sont branchés sur ce switch-là. Et ces 2-là. Sont branchés sur un deuxième. Donc comme ça, si ce switch-là, pour une raison ou pour une autre, a un souci, et bah du coup, tu as une deuxième possibilité pour arriver à ton switch, à ton serveur. Du coup, c'est le principe de la redondance. Et du coup, bah, tu peux aider la redondance en faisant l'agrégation de ports. Donc du coup, ça peut être des câbles qui tombent et tout. Donc là, tu as une double protection. Déjà, tu as une protection de ce côté-là en ayant au moins un câble qui tombe. Si tu as les 2 câbles qui tombent pour une autre ou pour une autre, bah, tu as les 2 autres encore qui sont là. Par contre, potentiellement, tu peux, dans ces cas-là, avoir une baisse de vitesse un peu sur ton réseau. Si ton réseau utilisait quasiment tous les 4 gigabits,
du coup, tu vas voir un ralentissement de ton réseau, puisque tu n'auras plus que 2 gigabits, par exemple, de disponible. Si tu as ton switch qui tombe. Mais bon, ça dépend après de l'infrastructure qui a été faite et de la redondance. Mais voilà. C'est une des possibilités qui peut servir effectivement l'agrégation pour agréger plusieurs ports ensemble. C'est pour ça que Proxmox propose de le faire justement, ce qu'il appelle les Linux Bond. Et Bond, c'est pareil, c'est d'assembler en fait, coller ensemble des éléments pour les regrouper sur la même IP. Donc voilà, pour le principe du coup de l'agrégation un petit peu plus en détail. Je vais peut-être le retirer, ce sera plus simple pour la... Voilà. Donc du coup, est-ce qu'avant que je passe au schéma, est-ce qu'il y a des questions du coup par rapport aux routes, là, que ça soit en statique ou en RIP? Donc sachant que vous retrouvez ces éléments-là, mais c'est bizarre, je pensais avoir mis les commandes, il faudrait que je les rajoute du coup. Parce que là, du coup, le statique et le RIP, ils sont en mode graphique. Mais je pensais avoir mis les commandes, il faudrait que je les refasse du coup. Et donc je crois que j'avais marqué en pas le VLSM, limité à 15, un peu plus lent aussi à détecter des choses. Et après, par contre, pour les autres RIP, pour les autres routages, j'avais mis les commandes et les priorités de routage qui sont aussi par défaut. C'est-à-dire qu'on voit que là, comme la route statique elle est à 1, bah du coup ça sera toujours elle qui aura la priorité au niveau du trafic. Et si par contre la route statique ne répond pas pendant un laps de temps, ça va passer en fonction de si on a tout configuré, sur le IGRP, ensuite sur le SPF, le IS, ensuite le RIP, et ainsi de suite. Non, d'ailleurs, c'est le BGP. Mais bon, après, le BGP, c'est très particulier. C'est vraiment sur des très grosses infrastructures ou pour isoler des morceaux assez gros. Et la distance arbitrative la plus basse, c'est 255. Donc là, bah, c'est une route qui est, en général, c'est des routes qui ne sont pas valides. Il tourne ça à la fin s'il n'a pas trouvé autre chose. Mais voilà, c'est pour ça que je disais que si vous essayez de faire le plan en RIP tout à l'heure, bah, du coup, ça, et que vous aviez déjà le statique, vous ne pouviez pas tester le RIP, puisque le statique prend le dessus dans l'ordre. Mais vous pouvez effectivement très bien cumuler la configuration en statique plus un autre routage dynamique, que ça soit du RIP ou de l'OSPF. Et du coup, bah, comme ça, si la statique tombe pour une raison ou pour une autre, parce qu'il y a un des routeurs qui est en panne, on va dire, si on prend le plan, on va dire qu'on avait configuré la statique ici, uniquement le schéma pour aller en direct par le 8. Bah, non, c'est pas la meilleure des idées. Du coup, on va dire qu'on avait fait par le tour uniquement. Bah, après, lui, il suffit que celui-là tombe, le routeur 5. Bah, du coup, on ne pourrait plus accéder à notre réseau, puisqu'il fait forcément le tour du PC1 au routeur 1, au 5, au 2 et ensuite au PC2. Par contre, si on avait aussi du RIP ici, et que le RIP, on lui a dit qu'il peut passer par là pour qu'il connaisse ce switch-là, et que du coup, bah, il sait que ce switch-là connaît le 6, il va faire directement comme ça pour remplacer la route statique qu'on avait mis. Mais il faut bien sûr avoir des routes parallèles possibles. Parce que si on prend celui-ci,
que vous soyez en RIP ou en statique, bah, si vous avez un de vos routeurs qui tombe ou un des câbles qui s'arrache, bah, ça ne change rien. Vous pourrez pas, vous n'avez pas d'autres routes de disponibles. Donc, il faut avoir une topologie de réseau qui permette de faire de la multiple route. Le statique, toujours. Puisque c'est ce que j'ai mis là, ici. C'est ce qu'on appelle la distance administrative. Et du coup, la statique, comme elle a une valeur de 1, c'est toujours. Sauf si il y en a un qui est à 0, puisque c'est si tu as les deux réseaux qui se connectent, ils sont reliés sur le même routeur directement. Donc là, c'est lui qui va faire sa salade directement. Tu n'auras rien à configurer. Chez toi, tu n'as rien à configurer de route ni quoi que ce soit, parce que le réseau extérieur et le réseau de chez toi, il est directement dans la box. Tu n'as pas besoin de mettre de route statique par rapport à un autre routeur. Du coup. Sauf si tu décides de complexifier ton installation et de remettre un routeur derrière propre à toi ou un pfSense, et donc du coup à ce moment-là tu risques peut-être d'avoir besoin de mettre une route. Mais après du coup la route statique sera toujours la prioritaire sur les autres. Le seul qui est en priorité en plus de la route statique, c'est quand c'est marqué que c'est les câbles qui sont reliés directement sur le switch, sur le routeur directement. Comme par exemple sur pfSense. Sur pfSense, il se fait automatiquement le routage entre les éléments qui sont reliés au pfSense directement. Tu es d'accord? Tu n'as jamais mis de route ou quoi sur un pfSense? Puisque du coup, là, il reconnaît directement les réseaux, il sait la table ARP, qu'est-ce qui correspond à quoi. Donc, il n'y a pas besoin que toi, tu interviennes pour lui rediriger des éléments, puisqu'il le connaît. Bon, te prends pas la tête, tu mets tout de suite du RIP V2. Ouais. C'est le plus récent et lui, il va bien jusqu'à 15 sauts. Et surtout, si pour des infrastructures plus avancées en plus, il sait gérer le VLSM, contrairement aux autres. Hein? Normalement, oui. Si c'est un truc récent, moyennement récent, normalement, oui. Puisque là, c'est juste que celui-là, le 2960, le V2 n'est pas forcément l'option par défaut. Il va falloir le forcer, mais il sait le gérer. Mais tu prends un routeur que tu achètes dans le commerce ou les TP-Link comme ça et tout, normalement c'est directement le V2, je suis même pas sûr que tu puisses choisir autre chose. Du coup. Routeur V2, bah, on va vérifier, on va en prendre un. Donc je vais prendre le 2960 qui est exactement celui qui est là. Donc je vais dans le CLI, j'attends qu'il boot. Ouais, je sais plus si c'est V2 ou version 2, je pense que ça doit être ça doit être version 2 en entier. Donc là je fais EN, conf T. Ah mais non, je suis bête, j'ai mis un switch. Je vais prendre le PT routeur. Si je prends un routeur, ça marchera mieux qu'un switch classique. Bon, autant j'aurais pris un switch niveau 3, bon, encore à la limite. On aurait pu faire quelque chose, mais le 2960, non. Donc EN, conf T. Donc normalement c'est routeur RIP. Et si vous avez un doute de toute façon sur une commande, vous faites le point d'interrogation, donc shift point d'interrogation, et il vous dit les commandes. Donc on fait routeur RIP, et après c'est version,
et on change la version. Ah, oui, version 2. Et donc là, du coup, il est activé maintenant en version 2, le RIP. Et après, on met les commandes classiques. Bon, je crois qu'on peut le rechanger à n'importe quel moment. Si on a oublié avant, on peut les remettre normalement, les commandes. Hein? De rentrer le fait de faire le RIP ou de. Oui. Bah oui, il y a juste à mettre. Oui. Bah, c'est pour ça qu'on ne se penche pas à fond sur celui-là, parce qu'il est déjà sur des réseaux un peu plus gros, où il faut séparer des trucs pour éviter d'avoir des transferts dans tous les sens et pour accélérer la vitesse de découverte aussi des réseaux. Mais c'est pour ça qu'on en parle, il faut que vous connaissiez qu'ils existent, ces réseaux-là, mais pareil, on ne vous demande pas les commandes pour créer un OSPF, on ne va pas vous demander les commandes pour créer un OSPF pendant la partie théorique, ni pendant la partie pratique. Donc, pour là, en fait, c'était pour le routeur RIP. Et donc après, c'était pour le passer du coup en version 2. Le CR, ça en fait, c'est qu'il n'a pas trouvé d'autres éléments en fait. C'est qu'il n'a pas d'éléments d'aide en fait. Il n'y a pas de suite à la commande en fait. Oui. Ouais, en fait, routeur RIP, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait comme commande à mettre après le RIP. Et en fait, quand il te répond ça, le CR, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'autre commande derrière. Donc à ce moment-là, tu valides cette commande-là et après, tu redemandes l'aide pour le reste de la commande. Ça permet de se repérer. Si tu vois si tu demandes le point d'interrogation et qu'il te sort le CR, ça veut dire que ta commande, elle est finie, il n'y a pas d'autres trucs trucs à mettre. Après, ça ne veut pas dire que ce que tu as marqué avant, ça va lui plaire. Si tu n'as pas mis les bons chiffres, si tu as mis s'il attend une adresse réseau et que tu as mis une adresse IP ou quoi, bon, là, il va râler. Ça, il va pas te corriger ta commande avec le point d'interrogation. Le point d'interrogation, lui, par contre, va te donner les informations qui sont disponibles sur cette commande. Et ça marche sur n'importe quelle commande. Du coup, le point d'interrogation, à n'importe quel moment où vous êtes, vous pouvez demander le point d'interrogation et il va vous afficher les commandes qui sont disponibles pour voir un peu si vous avez un doute sur un truc, au moins ça peut vous permettre de retrouver. Donc du coup, après c'est adapté en fonction de ce qu'on a besoin. Hop. Allez, on va commencer à placer un peu nos éléments déjà. Donc du coup, j'avais besoin de 4 PC. Oula, j'ai peut-être un peu trop dézoomé. J'avais un peu trop dézoomé mon plan. Voilà. Donc un PC, 2 PC, 3 PC, 4 PC. On va pas les renommer, c'est pas grave. Si. VLAN 10. VLAN 20. VLAN 30. VLAN 40, comme ça, on sait tout de suite qu'il est dans celui-là. Ensuite, on a besoin de 2 switches. On va prendre le 2960, classique. On va relier nos PC au switch. Et ensuite, du coup, on a besoin de 2 routeurs.
pour pouvoir les relier ensemble. Donc je vais prendre le classique, le PT routeur. Que je vais relier. C'était l'autre côté que je voulais. Et celui-là, par habitude, je vais aller celui qui est relié au routeur, et je vais aller le mettre sur le port 24. Ça, vous pouviez le laisser au port 3, c'est pas un problème. C'est par habitude, en général, comme celui-là, ça va être un port un peu différent, je le mets complètement en extrémité. Je pourrais très bien le mettre en port numéro 1 si je souhaitais. Oui, en général, le trunk ou ceux qui sont un peu différents. Par exemple, ici, le 48, c'est celui qui amène à Internet. Donc je sais que c'est celui-là. Et là, j'ai fait effectivement un câble en trunk. Bon, comme je l'ai branché un peu pour faire un essai, je l'ai pas mis au bout, mais si je le refais, je le remettrai au bout au 47 par exemple. Comme ça, je sais que le 47, c'est mes prises spéciaux. C'est pour ça qu'on peut commencer par là. C'est un peu comme les serveurs, où les serveurs, on a tendance par habitude, c'est pas une norme, on a tendance par habitude à les mettre soit en début de réseau, soit en fin de réseau. Comme les box, c'est pour ça que les box en général des opérateurs sont réglés soit au début du réseau sur le point 1, soit sur le point 254. C'est des questions d'habitude, c'est pas une norme en soi, c'est des questions d'habitude. Et justement, si vous voulez rendre tout petit peu plus complexe à retrouver votre box, ça va pas complexifier énormément si quelqu'un recherche, vous pouvez très bien décider de changer votre box d'IP et de pas la mettre de pas la laisser sur 254 ou le 1. Comme ça, si quelqu'un essaie d'accéder directement à la box, il va tester ces deux-là en premier. Et après, soit il va tenter de scanner tout le réseau pour la retrouver, ou soit il va lâcher l'affaire, potentiellement. Mais bon, ça protège pas forcément beaucoup, mais ça peut perturber un peu les schémas potentiels d'attaque classiques. Oui, c'est ça aussi. S'il essaie déjà d'accéder par l'adresse interne, ça veut dire qu'il est déjà dans le réseau. Donc bon, oui. Ah, ça dépend. S'il veut se faire une redirection vers un PC discrètement et accéder après de l'extérieur. Il y a plusieurs possibilités, effectivement. Donc voilà. Mais effectivement, en général, par habitude, c'est pour ça que je dis que les serveurs et tout ce qui est fixe, en général, on les met d'un côté ou de l'autre du réseau, les éléments qui vont être fixes. On a tendance à pas les mettre au milieu du réseau. Mais encore une fois, c'est pas des normes inscrites dans le marbre. C'est des conseils et des pratiques qui sont en général utilisés. Donc ensuite, je relie mes deux routeurs ensemble. Bon, par défaut, en général, il y a tendance à me caser le port en serial. Là, du coup, je vais lui forcer un peu la main pour faire en Ethernet. Dans ce cas-là. Bon, j'aurais pu m'amuser avec de la fibre aussi, hein, si je voulais. Mais bon, c'est le principe. Voilà, comme ça, au moins, on a les mêmes trucs. C'est juste que j'ai toujours un doute, par contre. Dans ces cas-là. Ouais, donc entre les routeurs, c'est bien l'autre. C'est bien celui qui est croisé en pointillé. Bon, parce que lui est encore un peu têtu, mais des fois, maintenant, la plupart des switches et routeurs modernes, maintenant, ne font plus forcément de différence entre les câbles croisés et les câbles droits. Ils vont adapter automatiquement maintenant.
Mais là, je sais que des fois, il peut être un peu chiant, donc du coup, je préfère le mettre sur mon câble. Oui. Hein? Oui. Enfin, hmm. Enfin, je sais plus si c'est lesquels. C'est les droits ou les croisés qu'on voit le plus. J'ai un doute. C'est les croisés? Ouais. Alors attends, c'est parce que pourtant. Non, c'est le droit. C'est le droit. Oui, c'est ça. C'est le droit qui est le plus courant. C'est bien ce qui me semblait. C'est justement le croisé qui est le moins courant. Justement, là, le pointillé, c'est le croisé. Si on se met sur la définition, ici en bas, vous voyez, vous avez marqué Cooper crossover, donc croisé. Et l'autre, c'est Cooper straight through, donc ça veut dire c'est tout droit. Non, mais de toute façon, je te dis maintenant, la plupart des cartes modernes et tout, de toute façon, même depuis une 10-15 ans, de toute façon, maintenant, ils adaptent automatiquement. Il n'y a plus trop de problèmes avec ça. Par contre, là où il faut faire attention, c'est si par exemple vous faites un câblage de cartes, hein, de baie réseau, le, le câble que vous allez configurer sur le panneau de brassage, si vous l'avez configuré dans une position, parce qu'il y a deux positions, justement la norme A et la norme B, si vous l'avez mis en norme A ici, il faut qu'au niveau de la prise murale sur laquelle vous allez brancher votre PC, il faut que ça soit dans la même norme par contre. Parce que là, il va pas faire la différence automatiquement pour le coup. Il va vraiment s'adapter à ce que vous lui avez mis. Donc, il faut que les deux côtés, par contre, là, quand vous faites du câblage, vous faites vraiment le câblage de zéro, il faut que ça soit bien les deux normes qui soient du même côté du câble. Mais après, une fois que ça c'est bon, en général, ils arrivent à faire le distinguo directement au niveau des équipements entre le câble croisé et droit. Maintenant, il n'y a plus trop de différence. Je ne sais même pas si, quand on commande un câble RJ45, maintenant, je suis plus sûr que ça soit vraiment marqué si c'est du droit ou du croisé sur Amazon, quoi. Moi, peut-être de le préciser. Oui, c'est pour ça. Donc, mais même si jamais vous reprenez un câble normalement qui est croisé, normalement, et maintenant, la plupart des équipements sont censés faire l'auto-translation. Oui, mais là, par exemple, par défaut, le paquet de traceur, quand il ne met pas en série, il faut mettre un câble croisé entre routeur à routeur, par exemple. Mais sur des équipements modernes, normalement, ça pose pas de souci. Donc voici, là j'ai du coup, bah, j'ai fait mon schéma, j'ai mes routeurs. Ici, on va vite fait programmer les PC. Donc, comme on n'a pas de DHCP 168 10. On était à combien sur celui-là? Oui, je sais que c'est pas une adresse valide. Donc c'est 1 à chaque fois. Okay. Oui, je sais, j'avais pas fini de la taper. Donc le masque, on n'y touche pas. Et ne pas oublier du coup la gateway. Donc la gateway à configurer qui va être du coup ici 10.254. Là, elle est déjà sur le plan. Donc même si vous ne l'avez pas encore configurée, vous pouvez déjà la taper, puisque sur le plan, elle est déjà donnée. C'est pour ça que je vous conseille en général de faire un plan où vous pouvez déjà placer vos adresses dessus. Comme ça, même si vous n'avez pas encore configuré, bah, au moins vous savez tout de suite, au moment où vous allez faire les PC, quelle va être la gateway. 10.254. DNS, là, on n'en a pas besoin pour cet exercice-là. On va faire la même chose pour les trois autres. 192.168.20.1, 192.168.20.254.
30.254. Non. Il y a problème là si je fais ça. Bon, je l'aurais pas forcément vu parce que du coup, c'est pas un réseau que je vais utiliser, mais au cas où. 40.1, 192.68, 40.254. Donc là, du coup, j'ai mes PC qui sont configurés, ils sont prêts et surtout, ils ont la gateway. Parce que si vous oubliez la gateway, bah, votre message ne pourra pas passer. Il ne saura pas où aller pour essayer d'aller ailleurs. Hein? Ouais. Et après, bah, je ne sais plus comment, une fois, j'avais réussi avec quelqu'un d'autre aussi, les éléments de ping qui arrivaient, ils brûlaient. Il y avait une icône de flamme sur l'enveloppe. Au lieu d'avoir une icône de croix, c'était une icône de flamme. Je sais plus comment on avait fait ça, mais on avait dû louper un truc et ça lui plaisait pas. Donc, plan réseau. Voilà. Peut-être aussi, ça se trouve. Allez, on va se faire un switch au moins. Donc, au niveau du switch, bon, ça n'a pas marché comme je voulais. Donc là, EN conft, ça ne change pas. Et ensuite, je vais faire INT, sauf que ici, je n'ai pas affiché mes câbles. Donc, du coup, je vais aller les afficher. Comme ça, je sais que celui qui va vers le VLAN 10, c'est le FA1, FA01. Et celui qui va vers le VLAN 2, c'est le FA02. Je peux écarter si je veux essayer de voir mieux. Donc je reviens dans mon routeur, je vais fermer, dans mon switch. Donc là, je fais INT pour interface. Vous pouvez taper interface en entier. FA0/1. Voilà. Donc là, je suis dans mon interface. On le voit que je suis parce qu'il y a config if. Là, je fais switch port mode access pour être sûr comme ça que mon port était bien en mode access. Ça, c'est juste une vérification pour être sûr. En réalité, si on vient de sortir le switch de sa boîte et qu'il était neuf, normalement, par défaut, il est en mode access automatiquement. Mais par contre, si c'est un switch que vous avez récupéré, il n'est pas forcément en mode access, et si vous ne l'avez pas reseté, ben, du coup, vous pouvez avoir des trunks à d'autres endroits. Ensuite, switch port à nouveau, access, VLAN 10. Parce qu'on va dire que le port 1, ça sera le port pour le VLAN 10. Donc ici, sur cette version-là, il dit que ça n'existe pas, donc il vous le crée. Certaines versions de Switch peuvent vous dire qu'il n'existe pas et ils ne vont pas forcément le créer automatiquement. Dans ce cas-là, il faut créer d'abord l'interface du VLAN avant. Ce qu'on peut faire en faisant int VLAN 20. Donc là, si on fait ça, on va créer l'interface VLAN 20 avant de faire la commande. Donc maintenant, je fais int FA02 pour switcher sur ma deuxième interface, sur mon deuxième port. Donc là, je refais pareil, switch port mode access et switch port access VLAN 20. Et donc là, on voit qu'il a dit qu'il avait mis le VLAN 20 en up, au lieu de mettre le message comme quoi
le VLAN n'existait pas. Donc il avait bien créé. Mais donc c'est pour ça, et des fois il y a certains, en fonction du modèle, des fois il va pas forcément automatiquement créer le VLAN. Je pense que c'est des raisons de sécurité pour être sûr qu'il n'y ait pas des VLAN qui soient créés par erreur en faisant une faute de frappe par exemple ou quoi. Je pense que ça doit être la raison, mais je suis pas sûr à 100%. Voilà. Donc, j'aurais pu effectivement sur l'autre aussi rajouter no shot pour être sûr qu'il ne tombe pas et qu'il reste toujours actif. Hein? Oui, mais je vais finir les commandes pendant que j'y suis, puisqu'il nous reste un élément, le trunk, à configurer, donc FA0/24, puisque je l'ai mis sur celui-là. Ici, donc, du coup, switch port mode trunk, parce que pour le coup, on sait qu'il est déjà en access, donc on le passe en trunk. Switch port. J'ai toujours un petit doute. Oui, voilà, c'est dans le contraire. Trunk allow. Donc c'est pour ça que si vous avez un doute, vous faites le point d'interrogation et il vous donne tous les éléments. Donc on voit ici le réglage du trunk, des priorités, allow, VLAN. Donc 10,20 je crois, c'est ça normalement. Hein? Toujours là que j'ai le petit doute, voilà. Et donc là, normalement, maintenant, effectivement, je peux faire le end et je peux faire WR pour white. Comme ça, au moins, si j'éteins mon switch, eh ben, le switch aura conservé mes informations. C'est mieux. Et donc là, on peut vérifier. Si je me mets dessus, on voit bien qu'on a nos VLAN 10 sur le premier, notre VLAN 20 sur le deuxième, et le 24 qui a un double trait parce qu'il est en trunk. Voilà. Et on continuera à faire la correction du coup demain. De bonne heure, c'est-à-dire 9 h. À bon entendeur. Ouais. C'était bien signé. Ça devrait aller. Ouais, par contre, si tu veux. Merci. Ah, t'avais réussi à redescendre un peu le store. Puis t'avais réussi à redescendre un peu le store. Bonne soirée. Parce que l'autre fois j'avais essayé mais j'avais pas réussi. À demain. Du coup, monsieur, pour la lettre, à demain.